أزول تنمية يقولوا لي في غرنا كيجيون وبس يشغل واقين الناس ذا الهدوء يوني روح هذا يتساعد وشي طوح يوني تساوي دي زورنا في المولد هذا معنى ملال انت كما في وين اللي ذا علاقة بنادم هذه ملال هذه ماليس أحسن يمدن هذا قلاق النرني. Donc merci de vous être déplacé dans cette conjoncture qui se paraît plutôt farniente et aux vacances, qu'elles soient ici ou ailleurs. Mais je pense que vous savez tous que ce que vit le pays est une circonstance absolument fondamentale qui attend de nous tous, sans exception, pas seulement des militants, qui attendent des citoyens, au minimum une écoute, pour une compréhension. Je vais par la suite dire pourquoi il est fondamental de lire la situation, parce qu'elle est très compliquée, et c'est une situation qu'on ne peut pas se permettre de rater, parce que si jamais ça dérape, il n'est pas sûr que la région, pas seulement l'Algérie, que la région nord-africaine sortira indemne des conséquences négatives de ce qui se passe au pays. J'espère que nous pourrons donner une issue à la mesure des attentes populaires. Mais avant toute chose, personnellement, je voudrais vraiment, du fond du cœur, saluer les animateurs de l'ACK qui essayent d'introduire une pédagogie de l'écoute, de l'échange pacifié, du compromis dans les idées. Je les salue d'autant plus qu'étant moi-même issu de votre communauté, je connais très bien aussi les travers, des ravages, des polémiques, des provocations, des raccourcis qui ont souvent empêché les gens de se découvrir, de s'entendre, d'additionner leur générosité et leur intelligence pour trouver des solutions à leurs problèmes. Je les ai suivis depuis maintenant quelques mois. Je sais qu'ils réussiront, parce que je sais qu'il n'y a pas d'autre issue à la situation de blocage politique et historique que connaît notre pays en dehors de l'échange pacifique. Je voudrais aussi saluer, en deuxième position, les autorités canadiennes qui sont pour l'instant les seules à avoir publiquement assuré et assumé leur soutien à l'insurrection citoyenne que moi j'appelle pour l'instant révolution qui se déroule en Algérie. Ce n'est pas la première fois que le Canada assure de sa solidarité le peuple algérien dans un moment critique. C'est pas à vous que j'apprendrai que le défunt René Lévesque avait apporté son soutien à la guerre de libération nationale au moment où bien peu de pays occidentaux osaient reconnaître le caractère adulte à notre nation. Mais plus généralement, et ceux qui ont assisté aux conférences que j'ai données ici peuvent en témoigner, ma génération, privée de son adolescence et de ses rêves au lendemain de l'indépendance, savait que le modèle de l'État qui était imposé aux Algériens par l'armée des frontières en 1962 était une mauvaise copie du jacobinisme français et que ce n'était absolument pas cela qui allait permettre l'émancipation de notre société. Alors nous étions jeunes, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de livres. Nous essayons de courir derrière les anciens maquisards restés intègres et disponibles pour essayer de nous apporter leurs explications. Et parmi les pays sur lesquels ma génération a apporté beaucoup d'attention pour voir comment un pays multiculturel, vaste, disposant de ressources naturelles importantes, pouvait s'organiser dans la tolérance, la paix et la justice, nous avons souvent regardé du côté du Canada, aussi d'Afrique du Sud, et dans une moindre mesure l'expérience espagnole. Pourquoi nous avions essayé de regarder du côté du Canada? Parce que nous savions très bien que tôt ou tard, la question de la refondation nationale allait se poser. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Algérie, fondamentalement, renvoie à cette question cruciale. Quelles institutions faut-il pour pouvoir faire en sorte que l'État soit mis au service du développement de la société et qu'il ne soit pas un instrument de contrôle de la société, ce qu'il est aujourd'hui. Je dois dire que ce qui se passe maintenant
depuis 5 mois en Algérie, n'a surpris que ceux qui voulaient bien faire semblant que les choses allaient comme elles devaient qu'elles aillent. Cela étant dit, en tout cas à titre personnel, je dois admettre que même si j'ai dit sur France 2 et France 24 il y a quelques années de cela, que tôt ou tard, c'est la rue qui parlera en Algérie parce que nous avons tout fait pour alerter le régime en place sur son impossibilité à congeler une société jeune, active, légitimement demandeuse d'un quotidien meilleur, était absolument inamendable. Je savais que ça allait se terminer dans la rue. J'avoue par contre que j'ai été très agréablement surpris, honoré et même fier de voir que la rue algérienne s'est exprimée de manière pacifique, organisée, et cela constitue probablement la meilleure graine de cette révolution pour l'avenir immédiat et moyen. Ce n'est pas à vous que je dois dire comment le régime algérien, qui est né de la violence, qui s'est organisé par la violence, a imposé la violence comme moyen de régulation dans la cité. Et à force de subir la violence, on finit malheureusement par le reproduire, sans en être conscient. Et j'ai passé exactement une fois 3h30 dans une marche à Alger, non pas pour entendre ce que les gens disaient, cela on pouvait l'entendre d'ailleurs, mais pour voir exactement quel était le comportement individuel et collectif de la communauté de citoyens qui étaient dans la rue. Nous étions probablement 1,5 million à 2 millions dans la rue ce jour-là à Alger. En 3h30, nous nous étions serrés comme des sardines. Je n'ai pas entendu un mot déplacé. Je n'ai pas vu une bousculade. Et la bonne moitié des manifestants, c'était des femmes. Belles d'ailleurs pour la vie. Quelque chose a définitivement basculé dans le mental du citoyen algérien, c'est capital. Ne me demandez pas de vous dire de manière précise quels sont les ressorts de cette mutation, mais il faudra bien veiller à ce que cette évolution soit maintenue, soit affinée. La rue a donc finalement délivré le message qui était celui des nationalistes les plus vertueux et qui avaient rêvé d'une Algérie démocratique et sociale, fraternelle, plurielle, solidaire, libre et juste. De l'autre côté, vous devez le savoir, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le régime, pour l'instant confisqué par un général, parlons peu et bien, fait la sourde oreille et manœuvre. Donc il n'y a pas, malgré ce qu'on peut vous dire ici et là, de possibilité d'engager un dialogue au moment où nous parlons. En fait, tout se passe comme si l'histoire avait fait un bond d'une soixantaine d'années en arrière. Nous sommes exactement à la veille ou au lendemain de ce qui s'est dit et fait à la Souma. La rue, et je vous dis exactement ce que disent les citoyens, système dégage. Pour un état civil et militaire, je n'interprète pas, hein. Je dis exactement, je délivre les slogans tels qu'ils sont formulés. Abat les généraux, etc., etc. C'est exactement ce que les Abel, les Belgridi et d'autres avaient souhaité pour leur pays en pleine guerre de libération. Vous savez ce qui s'est passé une année plus tard. Le premier coup d'État dans l'histoire de l'Algérie contemporaine a eu lieu au Caire en août 1957. La faction militaro-populiste, aidée par des agents extérieurs à l'Algérie, en l'occurrence l'Égypte et la France, ont fini par faire avorter le projet soumamien, et c'est exactement ce projet qui est aujourd'hui encore remis à l'ordre du jour par la quasi-totalité des manifestants algériens. Je ne sais pas si vous avez vu cette image
dans la foule, il y a quelques semaines de cela, une dame d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, les cheveux blancs, était apparue dans la foule avec une toute petite pancarte, retour à la Soumane pour la primauté du politique sur le militaire. Cette dame marchait parmi les centaines de milliers d'Algériens. Elle n'avait rien fait pour se distinguer. Elle n'avait pas décliné son identité. C'était la sœur d'Arabie Ben Mehdi. Et hier encore, vendredi, elle était parmi les manifestants. Mais la vraie magie sur laquelle nous devons réfléchir, c'est pourquoi et comment ce projet démocratique et social qui a été enterré, qui a été censuré, qui a été diabolisé, a fini par traverser les générations pour arriver auprès d'une jeunesse, parce que ce mouvement, vous devez le savoir, je pense, est majoritairement animé par les jeunes et les femmes. Et mon intime conviction, c'est que s'il n'y avait pas cette présence féminine aussi massivement, cette révolution n'aurait pas tenu. Comment donc se fait-il que ce message de l'État républicain, moderne, qui ne mélange pas le religieux et le politique, qui a été étouffé, nié, diabolisé, a fini par traverser des dizaines d'années d'obscurantisme pour arriver chez une jeunesse qu'on avait voulu priver de rationalité, d'intelligence et de lucidité. Je connais l'immigration canadienne, beaucoup d'entre vous sont partis pour essayer, et c'est légitime, pour essayer de protéger leurs enfants de la boucherie que constitue l'éducation nationale. Eh bien, cette jeunesse, livrée à l'intolérance, je sais de quoi je parle, tous mes enfants ont fait leur école primaire et secondaire en Algérie. Donc j'ai eu à regarder, en tant que père, en tant que citoyen, mais aussi en tant que dirigeant politique et élu, le contenu des programmes scolaires. C'était fait pour produire des sous-citoyens. C'était fait pour produire des gens sectaires. C'était fait pour produire des gens violents. C'était fait pour produire des gens qui ont la haine de l'autre et à terme la haine de soi. Cette jeunesse aujourd'hui s'est complètement libérée du poids de l'école, de la télévision, de la mosquée et même de la justice pour devenir une jeunesse citoyenne, agréable, pleine d'humour. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'humour qu'il y a dans la rue algérienne actuellement et revendiquer sa part de bonheur dans la vie. Pour moi, c'est là le plus grand échec du régime algérien. Il a surinvesti la catégorie de la jeunesse. Il pensait l'avoir définitivement aliénée, définitivement gagnée à la théocratie et à l'obscurantisme. Et c'est elle qui est sortie à l'avant-garde d'une dynamique révolutionnaire qui dit exactement le contraire de ce que professe, de ce que dit le régime algérien. Pour autant, certains ont dit que cette séquence, cette phase, cette période qui est en train de se dérouler sous nos yeux est une phase inédite dans sa formulation, ce qui est vrai. Elle serait donc comme une espèce de cadeau du ciel que les Algériens doivent savoir accueillir, amplifier et traduire en dynamique politique institutionnelle. Et cela, et nous devons absolument connaître les origines, les mécanismes et les objectifs de cette révolution pour savoir comment la traduire, parce qu'il faudra le faire en projet politique. Le défi, je l'ai dit il y a longtemps de cela, mais je pense que nous sommes maintenant là-dedans, c'est de transformer un rejet en projet. Il ne suffit pas de dire non à un régime, ça c'est le préalable. Encore faudrait-il être en mesure de transformer cela en alternative structurante d'un destin démocratique. Au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe à l'intérieur du pays est relativement simple. Ce sont les mêmes catégories sociales qui s'étaient opposées au projet de la Soumane qui sont en train d'essayer ou de neutraliser, ou de réduire, ou de détourner la révolution du 22 février. Je m'explique. Vous savez très bien
malgré tout ce qu'on a pu dire ici, mais que globalement, c'est la politique du Mali qui donnera plus tard la sécurité militaire qui s'est mobilisée contre le projet de l'État démocratique et social de 1956. Et ce projet était réellement assumé et adopté. J'ai longuement discuté avec Bento Banner, y compris sur la question de la religion. Il était là, il était à la Souma. J'ai longuement discuté avec Ouattara. Il a assisté à la Souma, lui aussi. Évidemment, je n'ai pas manqué de dire si réellement cette question de la place de la religion dans la future cité algérienne avait été effectivement débattue. Je peux vous dire, et je l'ai dit publiquement au moment où ils étaient vivants, l'un et l'autre, la réponse est très clairement oui. Il y a eu des heures et des heures de débat là-dessus, et les militants de l'intérieur de la Souma avaient effectivement dit que si on veut protéger le futur État d'un pouvoir autoritaire qui s'investit de la volonté divine, il faut impérativement que cette pratique religieuse qui a toujours prévalu en Afrique du Nord soit mise à l'écart du champ politique. Cela s'était dit et consigné en août 1956. Je cite de mémoire, vous pouvez consulter la plateforme de la Soumane. Il ne s'agit pas de restaurer une quelconque théocratie désormais révolue. L'État algérien sera démocratique et social. Une année plus tard, alors que dans la réunion du Caire, le bilan militaire et politique du Congrès a été voté à l'unanimité comme étant satisfaisant, il y a eu, à un moment donné, une irruption qui a fait que le contenu de ce projet a été modifié. Plus grave, les congressistes, le CNRA, Conseil national de la Révolution algérienne, a été modifié, et c'est comme ça que Boussouf essentiellement a fait rentrer des Boumdiel et d'autres qui n'étaient même pas des membres suppléants du Conseil national de la Révolution. C'est très facile à vérifier. Nous avons la liste des congressistes et nous avons la liste des suppléants qui étaient préparés au cas où l'un d'eux viendrait à décider en plein combat. C'est le premier coup d'État qui a eu lieu au Caire. Nous savons au jour d'aujourd'hui, outre les frictions qu'il a pu y avoir entre Crime et Abel, qui sont à mon avis pas aussi importantes qu'on les dit bien, on a joué dessus. Fondamentalement, et il y a des documents qui l'attestent, c'est la France et l'Égypte qui avaient décidé de mettre un blocage à ce projet derrière lequel nous courons aujourd'hui encore. Pour des raisons différentes, mais pour les mêmes objectifs. Nasser, qui se rêverait déjà comme étant l'empereur du panarabisme, voyait dans l'Algérie de la Soumane un contre-exemple dans son autonomie de décision, dans sa capacité à assumer la modernité, à assumer son histoire. De Gaulle, pour d'autres raisons, mais pour le même objectif, savait que la colonisation, c'était fini. Il était déjà dans ce qu'on appelle plus tard la France-Afrique, c'est-à-dire la domination à distance par l'intermédiaire de dirigeants médiocres, corrompus ou bien tenus. Et De Gaulle connaissait très bien Ben Bella. Je ne juge pas. C'est facile de parler à 60 ans de distance. Je décris les choses pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ben Bella a été arrêté en 50. Après le démantèlement de l'OS, l'organisation spéciale du PPN-TLD. Il a été interrogé, ils ne l'ont pas touché. Il a absolument tout balancé. Vous allez aujourd'hui sur Internet, vous voyez son procès verbal, il a tout balancé. Et au juge qui l'interrogeait lui a dit, monsieur le juge, laissez-moi un bout de papier blanc et du stylo, si j'ai oublié quelque chose, je vais vous faire une ristourne, une rallonge. Au même moment, dans le même commissariat, à 2 bureaux plus loin, Abel était en train d'être torturé depuis 1 mois, il n'a pas dit un mot. Vous comprendrez très bien que pour De Gaulle, qui préparait déjà le coup d'après, il valait mieux avoir un Ben Bella chef d'État qu'un Ben au lendemain de l'indépendance. Il y a donc, dans le destin algérien, ces contraintes internes qui ont toujours été amplifiées par des contraintes extérieures. Nous sommes
au jour d'aujourd'hui dans des situations quasiment similaires. Ce sont les mêmes enjeux qui s'imposent à nous, et ce sont quasiment les mêmes acteurs qui sont à l'œuvre. La faction militaro-islamiste est pilotée par Gaï Salah, qui aujourd'hui croit de son bon droit d'enlever des citoyens parce qu'ils ont porté l'emblème amazigh, de faire arrêter des gens qui étaient au maquis bien envers lui et avec des grades largement au-dessus du sien, et qui dit que ceux qui ne veulent pas se soumettre ou qui veulent continuer à manifester pour cette rupture sont des traîtres. Ça, c'est pour la sphère intérieure. À l'extérieur, les pressions extérieures qui sont en connexion avec ces mêmes forces militaro-populistes mettent en avant les Émirats arabes unis qui sous-traitent pour le compte de l'Arabie saoudite avec la bénédiction du général Sissi l'Égyptien. En 1956, je cite, il y a eu le chef des services spéciaux égyptiens qui s'appelait Fethridi, qui a écrit un livre que vous pouvez tous lire, et il disait clairement qu'il recevait de la part de Ben Bella plus de rapports que tous ses agents concernant les dirigeants algériens sur la révolution. Et il a écrit, ce Fethridi, pour la nation arabe, le congrès de la Soumane est un poison. À partir de ce moment-là, la vie d'Arben était arrêtée. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis, les Syriens et les Égyptiens considèrent que la révolution démocratique du 22 février doit s'arrêter pour les mêmes raisons. Une révolution démocratique en Afrique du Nord, à Masra, serait de leur point de vue, une mutilation de leur zone d'influence idéologique, deux, une pédagogie républicaine et démocratique dangereuse pour une cité où le citoyen n'existe pas, où c'est le sujet qui peuple la société. Vous voyez donc qu'il est important de comprendre et de connaître les enjeux si on veut y faire face. Actuellement, sur la scène algérienne, il y a la rue. Vous entendez ce qu'ils disent, système d'égal, état civil et pas militaire, etc., etc. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Des nouveautés psychologiques, intellectuelles, politiques, culturelles sont à l'œuvre. Je ne dis pas que tout est gagné. Ce n'est jamais blanc, ce n'est jamais noir. Mais il faut bien identifier les tendances lourdes de l'histoire si on ne veut pas passer au travers des opportunités de destin. Et l'histoire ne pardonne pas. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de diviser la société algérienne entre arabophones et berbérophones, et plus particulièrement contre les Kabyles. Ça n'a pas marché. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Au moment où je vous parle, un jeune Oranais est en prison pour avoir déployé l'emblème amazigh. Pareil pour un jeune de Mascara. Et nous avons des amis qui essayent de nous informer sur la réalité de la mobilisation, sur le contenu des slogans, sur la réaction du pouvoir, etc. etc. L'anti-kabylisme, qui a été un condiment éternel de la sauce politique du système qui a prévalu depuis 1957, est en train de se dissoudre. Je ne dis pas que tout est gagné, encore une fois, mais il ne faut pas non plus, au motif d'une radicalité qui n'a pas toujours lieu d'être, refuser d'enregistrer les éléments positifs dans la reconstruction de la conscience nationale. Pourquoi est-ce que ceux qui étaient incapables de se manifester, en tout cas d'être entendus et a fortiori admis, il y a 10, 15, 20 ans de cela, est-il aujourd'hui assumé et opposé au pouvoir comme étant une source potentielle de construction de la nation? Aucune révolution ne sort du néant. J'ai essayé de réfléchir depuis quel temps ce qui se passe. Je suis médecin de profession, on a le bon traitement si on a fait le bon diagnostic. Et ça vaut
largement pour la politique. Il m'a été rapporté qu'à Alouette, à la Kabylie, des femmes, jeunes c'est vrai, mais des femmes, ont clairement dit qu'il n'est plus question d'accepter désormais que des gens qui veulent se faire élire à la PCA ou à la PO comme députés viennent se prévaloir des préceptes de la religion des femmes. Nous avons été diabolisés lorsque nous avons parlé de laïcité en 89. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'égalité des sexes, hommes-femmes, est en train d'être assumée dans le verbe, mais pas seulement, dans les faits? La moitié des manifestants à Alger, mais c'est vrai aussi, notamment à l'ouest, à Ben Abbas, à Oran et à Mostaganem, sont des femmes. Et vous savez très bien ce qu'on nous répondait lorsqu'on disait égalité homme-femme. On nous répondait par Brahadem avec le code de la famille, dont vous connaissez le contenu. Pourquoi est-ce que le pluralisme, qui était dénoncé comme un poison de l'Occident menaçant la révolution éternelle algérienne, est devenu aujourd'hui une revendication, y compris chez certains mercenaires du régime? Bref, pourquoi tout ce qui était interdit, réprimé, stigmatisé hier, constitue aujourd'hui la substance même de cette révolution? Je vous le dis, c'est parce qu'en 1949, une poignée de jeunes ont osé se lever contre le culte de la personnalité, contre l'arbitraire, contre la pensée unique. Beaucoup ont été réprimés, certains ont été tués. Ce sont leurs souvenirs et leurs expériences qui nous ont servi de fil conducteur vers le bout de tunnel. Pourquoi est-ce que ce qui a été dit à la Soumane et qui a été absolument nié jusqu'à aujourd'hui, on veut opposer le novembre et la Soumane, est aujourd'hui revendiqué? Eh bien, les méthodes qui ont prévalu hier prévalent aujourd'hui. J'ai vu à Alger des agents des services spéciaux sortir, grimés en paysans sur les marvels ou les chats. En long sandwich, je ne sais pas si vous avez vu des photos, malheureusement la presse aurait dû les publier de manière plus intensive parce que ça renseigne sur le fait que la contre-révolution n'est pas encore vaincue. On peut y lire la Evia, la Soumane, novembre Welbeil. Sous-entendu, la primauté du civil sur le militaire, vous pouvez toujours courir. Les manipulations qui visent à nier la réalité révolutionnaire de ce mouvement sont encore en activité. Il faut le savoir. La contre-révolution se décline aujourd'hui sous deux leviers. Le premier, c'est l'état-major. Ça réprime, ça instrumentalise la justice, ça met au service la presse. Vous savez que TSA ne peut plus être capté en Algérie, l'OATAN risque de disparaître, etc., etc. Mais il y a des clientèles civiles qui endossent la feuille de route de l'état-major tout en se revendiquant du mouvement. La rue dit système dégage, rupture définitive. Les affidés civils du système font semblant de n'avoir pas compris et disent Zama, on va changer le clan de Bouteflika par un autre. En gros, au lieu de la rupture, on va substituer une alternance clanique. Les clans ne sont pas la solution en Algérie, c'est le problème. Et puis même si on voulait être cynique, auprès de ces petits mercenaires civils qui lancent des initiatives ici et là, sans assumer officiellement les instructions de l'état-major, pouvaient être logiques avec eux-mêmes. Ils disent, nous allons éradiquer, cureter le clan Bouteflika.
Très bien, chiche. La première séquelle du plan Bouteflika s'appelle Gaïd Salah. Tu ne peux pas me dire que tu es contre le plan Bouteflika et me persuader qu'un général qui aurait dû être à la retraite, pour ne pas dire dans la tombe, va constituer l'alternative à une révolution menée par une jeunesse. Eh bien non. Il faut enlever Bouteflika, mais il faut laisser Gaïd Salah. Donc il faut vraiment se méfier de ces gens, un peu par régionalisme, un peu par opportunisme, un peu par lâcheté, un peu par intérêt, et beaucoup pour tout ça, sont en train de dire, on n'a pas compris ce que dit la rue. La rue vous dit, un, système d'égal, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir ce que c'est. Deux, rupture radicale. Trois, Itnahawgan. Et en cabine, j'ai entendu un meilleur modèle. Il faut être sûr pour comprendre. Concrètement, cela veut dire que si on veut donner sa chance à l'histoire, si on veut ne pas trahir le destin de ce peuple une fois de plus, il est absolument impératif et il n'y a pas d'autre choix d'aller vers une phase de transition démocratique pour apaiser les esprits, éviter des règlements de compte, aller vers une assemblée, une élection législative dans un premier temps, qui doit décider de la nature du régime algérien qu'il faut au pays. Actuellement, nous avons un régime de royauté républicaine, un régime hyper présidentiel. Le chef de l'État peut tout faire. Moi, j'ai entendu un président de l'Assemblée dire, sans rire, je remercie le chef de l'État d'avoir nommé ici. Où a-t-on vu un parlement nommé? Et il a dit, ça n'a gêné personne. Mais si on va vers une élection présidentielle, comme semble le dire cette prétendue société civile, nourrie à la perfusion militaire, l'élection d'un chef de l'État avec les prérogatives actuelles veut dire élection d'un nouveau dictateur. Et veut dire surtout trahison de la révolution en cours. Seule une assemblée librement élue peut décider d'un régime hyper présidentiel, législatif, parlementaire ou semi-parlementaire. On n'a pas réglé cette question. On ne peut donc pas aller à une élection présidentielle avant de régler ce préalable. Eh bien, vous avez ces petits anges civils qui viennent, qui disent on est là pour parler au nom de la Révolution, qui récitent les slogans de Gaïd Salah en essayant de les faire endosser à la Révolution. C'est les pires de tous. Là encore, l'histoire bégaye. J'ai essayé de voir d'où viennent ces gens-là et quels sont-ils. Ce sont toujours les mercenaires du régime militaire. Ce sont les mêmes qui nous disaient que la question mazira est une plaie de la nation. C'est une invention des pères blancs, les plus âgés connaissent la chanson. Ce sont les mêmes qui disaient que les droits de l'homme, c'est une invention de l'Occident qui est destinée à pourrir la société, la belle, fraternelle société algérienne qui nous a envoyés en prison. Ce sont les mêmes qui disaient que le pluralisme politique est une notion bourgeoise de l'Occident pervers qui va abattre la révolution algérienne, qui viennent aujourd'hui dire il faut oublier la transition démocratique, etc. On va aller rapidement vers une élection présidentielle, et puis ça fait rien, on va refaire comme si de rien n'était. Eh bien, ces gens-là, à titre personnel, quand ils étaient personnels, c'est en tant que citoyen, en tant que militant. Qui étaient mes adversaires hier, sont mes adversaires aujourd'hui. On ne peut pas traiter ou faire semblant de ne pas avoir entendu les dangers que font peser ces gens-là sur la révolution. Ce que ne peut pas faire ouvertement un homme en casquette, ils le font. Encore qu'actuellement, il y a les guerriers des louzettes. À chaque fois qu'il y a un risque d'essoufflement, il commet une goutte, il remet une pièce dans la machine et ça repart. Et Al-Hamouadi, vous avez tous vu hier l'équipe nationale au Caire. Donc il faut saluer
la générosité et la grandeur. On leur a imposé un troufion sur le terrain. J'ai vu la tête de ces pauvres jeunes. Ils ne savaient pas où se mettre. Mais ils ont réagi en disant « Nous jouons pour le peuple algérien ». C'est un message politique et il faut le saluer. Alors, on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, faire semblant de ne pas avoir entendu la rue et en même temps lui faire dire le contraire de ce qu'elle dit. Tu veux un régime militaire, assume-le. Ne viens pas faire endosser un message honteux à une population qui te dit matin, midi et soir pour un état civil et pas un état militaire. Là, cette ligne de démarcation doit être absolument infranchissable. Si on règle ça, la suite peut être gérée. Mais si on commence à faire des compromis, si on commence à tomber dans les approximations, dans le refus de trancher les problèmes délicats, en se disant on va les régler plus tard, nous allons retomber dans le travers de 1962. Je vais terminer en vous racontant une petite histoire que je tiens de Farhat Abbas Lahirou. Il était, vous le savez, président de l'Assemblée nationale en 1962. Ben Bella avait déjà pris le pouvoir grâce à Boundieu, qui a fait un coup d'État contre Chebera. Il a été le voir en lui disant, quand tu veux être chef, sois chef. Mais n'hypothèque pas le destin de nos enfants et de génération en génération. Dans la Constitution que nous devons faire, il faut absolument éviter que les abus, que les coups de force, que la violence ou la brutalité remplacent le débat et le sens du compromis. Il lui a dit, ça veut dire quoi? Il lui a dit, ça veut dire que le préambule de la Constitution doit clairement énoncer un certain nombre de principes démocratiques qui doivent être inviolables. C'est des principes universels. Le respect de la minorité, c'est pas parce que tu as une majorité au vote que tu as le droit d'être un dictateur. Même si tu as le pouvoir, j'ai le droit de parler. L'égalité des sexes ne doit pas se négocier. La séparation des pouvoirs ne doit pas se négocier, etc. Il lui a dit oui. Ah, Mehmed, il est comme ça. Il dit oui, le dernier qui parle, il a raison. Il a dit oui. Et puis il a été voir d'autres, ils ont dit, si on dit ça, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on est parti. Et c'est comme ça que, sans informer Farhat Abbas, il décide de réquisitionner, à l'époque c'était le Majestic, c'est l'actuel cinéma La Place. Et il fabrique dans un cinéma une constitution. Pourquoi les préalables? Il n'y a pas de problème, il y a bled million, 11 millions de shahid, etc. On ne va pas se bousculer, on ne va pas se machiner, etc. Farhat Abbas a démissionné. La suite, vous le connaissez, on est encore dedans. Donc les principes démocratiques, quelle que soit l'issue que l'on doit réserver à la ville de Mekancourt, ne doivent pas être négociables. On vous dira, ces principes démocratiques, ils nous viennent de l'Occident. Et donc, ça fait partie de nos valeurs. J'ai entendu ça, non? Les principes démocratiques ne viennent ni de l'Occident, ni du Sud, ni du ciel, ni de rien du tout. C'est des principes universels. C'est comme l'oxygène. Le grand il en a besoin, le petit, le vieux, le jeune, la femme, l'homme. La justice, c'est pareil, la liberté, c'est pareil. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où les enjeux de 62 doivent être tranchés. À une différence près, et qui est importante à noter, et je vais finir, c'est qu'en 1957, au Caire, le destin du peuple a été neutralisé, anéanti, à son insu et pendant la guerre. C'est-à-dire, le silence et la discipline faisaient que même lorsqu'on voyait une question majeure devenant un risque pour la nation, il fallait se taire parce qu'il y avait l'ennemi en face. Et bien aujourd'hui, le peuple ne se tait pas. Non seulement il ne se tait pas, mais il est absolument décidé à se faire entendre. Ce n'est pas gagné. C'est compliqué, mais c'est la première fois que dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, une telle opportunité se présente,
quels que soient les programmes politiques ou les positions des uns et des autres. Il est fondamental d'accompagner cette dynamique parce que quel que soit son propre projet, on ne peut le faire avancer que dans la voie pacifique avec un régime démocratique et jamais face à une dictature. Mais la dictature n'est pas encore tombée. Elle est ébranlée, elle est discréditée. Il est impératif que chacun sache qu'au jour d'aujourd'hui, le destin, les portes du destin sont ouvertes, mais il faut éviter qu'elles se referment sur nous, telles